Bienvenue sur Ici Écho. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le système de santé libanais peine à faire face à l'afflux de patients à la suite de l'intensification des frappes aériennes et des opérations terrestres israéliennes dans le pays. Le bilan des victimes au Liban ne cesse de s'alourdir et les hôpitaux sont submergés par l'afflux des blessés. Les crises successives ont fragilisé le système de santé libanais qui peine à répondre à des besoins colossaux. L'OMS collabore avec le ministère libanais de la Santé pour garantir que les hôpitaux disposent de fournitures médicales suffisantes et que le personnel de santé soit formé pour faire face aux événements impliquant de nombreuses victimes, tout en maintenant les services de santé essentiels pour les plus vulnérables. De plus, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé jeudi que l'Union européenne renforce son aide humanitaire au Liban avec plus de 100 millions d'euros cette année. De son côté, le ministère russe des situations d'urgence a déclaré qu'un avion privé a atterri à Beyrouth pour livrer une cargaison d'aide humanitaire d'un poids total de 33 tonnes. Quelques jours après le lancement du programme alimentaire mondial PAM, une opération d'urgence pour fournir une aide alimentaire à 1 million de personnes affectées par la récente escalade du conflit au Liban. Un appel de fonds de 426 millions de dollars a été lancé par les agences humanitaires de l'Organisation des Nations Unies pour soutenir 1 million de personnes déracinées par les bombardements israéliens. D'autre part, le ministre sortant des Travaux publics et des Transports, Ali Hami, a annoncé que le cabinet a pris la décision de prendre en charge l'assurance des avions de la compagnie nationale Middle East afin qu'elle reste fonctionnelle. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur la situation économique en pleine guerre et ses répercussions sur les différents secteurs, ainsi que les scénarios possibles pour l'avenir avec le Dr Fawaz Mekhoul, qui est doyen de la faculté de gestion de l'USJ et président du mouvement international des chefs d'entreprise libanais Midel. Toujours un plaisir de vous recevoir, Dr Mekhoul. Bonjour Maurice, le plaisir est pour moi d'être avec toi d'abord, d'être à ici Beyrouth, mais malheureusement dans des circonstances dramatiques dont on parlait, ça fait plus d'un an. Nous allons commencer par ces circonstances. Le Liban ne peut clairement pas supporter une guerre, ni ses conséquences. Mais aujourd'hui, nous sommes en pleine guerre. Quels sont les scénarios possibles ? Écoute, je m'excuse, mais je vais aller un peu plus en arrière un peu parce qu'on ne doit pas accepter l'histoire de la guerre comme ça d'un coup, comme si c'est une guerre qui était venue par hasard et c'est une guerre qui est là. J'aimerais toujours revenir en arrière et je me suis dit en tout cas qu'à chaque fois que je sortirai à l'antenne, il faut rappeler que c'est une guerre dont on n'a jamais voulu. C'est une guerre qui n'est pas notre guerre. C'est une guerre, une fois de plus, des autres sur notre terrain et sur notre pauvre pays. Et c'est une guerre dont on parle depuis exactement un an. Je me rappelle très bien, j'étais avec toi depuis octobre 2023, quand on a ouvert ce front de soutien au Liban, ce front de soutien qui n'a soutenu personne. Commençons par ça, qui n'a soutenu personne. Donc il fallait s'attendre. Et de deux, évidemment, il fallait s'attendre, mais les risques étaient là. Ça fait plus de 350 jours qu'on dit que, s'il vous plaît, ce front n'est pas notre front. S'il vous plaît, on arrive sur une destruction du Liban. S'il vous plaît, le Liban ne doit pas être Gaza. Et tout ce qu'on a parlé durant un an est devenu, malheureusement, ce cauchemar est devenu une triste réalité. Donc, excuse-moi, j'ai voulu ouvrir cette parenthèse avant de prendre le statu quo de guerre comme quelque chose qui est arrivé. Non, c'est quelque chose qu'on a cherché à l'interne. C'est une guerre destructive, évidemment, d'un ennemi qu'on connaît très bien. Je ne parle pas du tout sur ça. L'ennemi est un ennemi dramatique, redoutable. Ça, mais finalement, aussi à l'interne, on l'a cherché. Et il y a quand même une destruction, une autodestruction que nous vivons. Donc, j'ai voulu simplement insister sur ça, que c'est une guerre, une fois de plus, des autres sur notre terrain, mais une guerre qui a commencé. Et un petit point pour que tout le monde... On soutient tous les pays du monde. On n'a jamais dit que ce qu'on voit sur Gaza est un carnage dramatique. Ça, on ne peut surtout pas en parler. Mais finalement, est-ce qu'on voulait exporter cette guerre sur le Liban ? Ce qu'on voit aujourd'hui sur Beyrouth est un Gaza 2. Est-ce que vraiment le Liban le mérite ? Et qu'est-ce qu'on a gagné ? Est-ce qu'on a soutenu quelque chose ? Est-ce qu'on a arrêté la guerre de Gaza ? Pas du tout. On n'en parle même pas plus. Donc moi, je pense qu'on a fait beaucoup plus de mal à Gaza que de bien. Parce qu'aujourd'hui, sur la guerre du Liban, on en parle aujourd'hui. Même sur toutes les télévisions internationales, on parle de Liban. On a fait plus de mal que de bien. On voulait dire qu'on pouvait éviter cette guerre. On devait éviter, pas on pouvait, on devait éviter cette guerre, comme toutes les guerres, comme la guerre de 2006 et autres. Aujourd'hui, on est en pleine guerre. Scénario possible, donc social, économique, monétaire. On s'attend à quoi ?
Alors là, je reviens sur le scénario de la guerre pour répondre directement à la question, mais je devais ouvrir cette parenthèse très importante. Bon, d'abord, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas, cette guerre qu'aujourd'hui ne ressemble pas aux autres guerres. Tout d'abord, le Liban ne ressemble pas à l'autre Liban. On arrive sur un Liban qui fait face depuis 5 ans à la plus grande crise économique et sociale. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas comparer cette guerre à 2006. Surtout pas, à tous les niveaux. Et je vais expliquer pourquoi en décortiquant les détails. Donc je dis, on est un Liban qui est très différent du Liban depuis 4-5 ans. On est un Liban qui fait face à la plus grande crise économique et sociale. On est un Liban qui a perdu un grand secteur qui est un secteur bancaire. Qu'on soit pour ou contre, ce n'est pas aujourd'hui la question, mais on n'a pas de secteur bancaire. Donc on n'a plus de financement direct, on n'a plus d'argent. On a perdu, on parle de 70 milliards. Donc ces 70 milliards, à qui que ce soit, c'est des 70 milliards qui étaient dans l'économie qui ne sont plus là. On parle d'un Liban qui a perdu de grands secteurs et qui essayait de remettre la tête en dos de l'eau. Et comment il essayait de le faire? Il essayait sur plusieurs secteurs qui étaient plus ou moins, je ne dirais pas productifs, mais qui essayaient quand même de rebâtir une croissance. Quels sont ces secteurs? Le premier, c'est le tourisme. On commence par le tourisme. Si on regarde simplement sur les chiffres 2023-2024, en 2023, le tourisme nous a rapporté sur la période estivale entre 3 et 4 milliards de dollars. Si on vient sur 2024, donc on parle de 4 milliards de dollars perdus. Donc je commence sur le premier point. Je viens sur un deuxième secteur qui est l'industrie. Il faut dire que l'industrie a pu faire face à cette crise. Bon, d'un côté, ils ont eu une chance de fermer leur crédit à des coûts moindres. Bon, il ne faut pas l'oublier. Mais en même temps, ils ont pu retravailler sur l'export. Ils ont pu baisser leurs dettes. Ils ont pu baisser leurs coûts. Ils ont recommencé à travailler. Aujourd'hui, le grand coût est dans notre secteur industriel. Pourquoi? D'abord, on a une augmentation des coûts de production avec le pétrole et autres, augmentation des coûts de transport, augmentation des coûts d'assurance et finalement la confiance. Parce que ce secteur industriel, il ne travaille pas uniquement pour le Liban, il travaille pour des entreprises régionales, pour ne pas dire internationales. Quelle entreprise aujourd'hui va mettre une commande à un secteur industriel quand il n'est pas sûr d'être livré? Donc on a perdu la confiance. On vient sur le secteur du commerce. Je rappelle que c'est exactement maintenant qu'on se prépare pour la saison de fin d'année, qui est une saison, les 3 derniers mois de l'année, c'est plus que 50% du GDP. Ce pauvre GDP qui est tombé de 50 milliards à 18 milliards, dont la moitié se fait à la fin d'année, je peux dire que dès maintenant, on a carrément mis un coup de massue à la période de fin d'année, quelles que soient les réservations ou le commerce ou autre. Et ça, on se dit, même si on arrive sur une paix, je commence sur le point. Alors, si je suis sur mon 4e secteur, qui est un secteur extrêmement important, qui est l'agriculture, le fief de notre agriculture, c'est la BK. Donc aujourd'hui, la BK qui est sous les... Entre le sud et la BK, mais je commence par la BK qui est sous les tirs. Donc c'est une stratégie de terre brûlée sur la terre la plus fertile. Et si je regarde sur l'économie du sud, l'économie du sud était basée déjà sur l'agriculture et autres, qui est complètement détruite depuis l'attaque depuis 1 an sur des bombes phosphoriques et autres. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste, je dirais, la technologie et les communications, qui seraient plus ou moins acceptables jusqu'à aujourd'hui, mais à tout moment, on peut les perdre et être coupés carrément du monde. Donc, j'ai décortiqué les cinq secteurs. Donc, la grande question, qu'est-ce qu'on peut faire? Et le secteur aussi que je représente aussi, qui est l'éducation. On n'ose pas rouvrir nos classes. Si on les ouvre, on a très peur avec des absents et autres. Les étudiants ne peuvent pas payer. L'université ne peut pas suivre. Le secteur hospitalier, il tient la route autant qu'il peut, mais en même temps, combien il peut continuer avec les destructions. Donc, si on regarde comment, c'est vraiment pas une guerre, mais une destruction massive de tous nos secteurs. Si vous permettez, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, l'IBRD, a prédit dans son dernier rapport sur les perspectives économiques régionales que l'économie libanaise va subir une contraction de 1% en 2024, alors qu'elle avait été en mai, elle avait anticipé en mai une légère croissance de 0,2%. Cette révision est due à l'escalade du conflit actuel ainsi qu'à la crise politique et économique persistante. Le rapport souligne que l'impasse politique et le retard dans la mise en œuvre des réformes continuent de freiner la reprise économique. Cependant, l'IBRD note qu'une croissance positive de 2% pourrait être atteinte en 2025 et cela si les tensions régionales s'atténuent. Donc voilà, les progrès sont réalisés au niveau des réformes et si aussi ces progrès seront réalisés au niveau des réformes et qu'un accord est trouvé avec le Fonds monétaire international. Donc en ce qui concerne la gestion de la crise par le gouvernement. Écoute, je souris parce que je dis toujours que le pire chez nous au Liban, c'est bien sûr la crise, surtout les dernières crises. Je vais revenir sur la crise économique et sociale qui a été faite spécifiquement au Liban. Et je dis
dis toujours que ceux qui ont créé cette crise à l'interne ont été encore pires sur la gestion de crise. Et en tout cas, sur les 5 ans qui ont passé, je parle de 2019-2024, on voit où nous sommes. Donc, mais c'est toujours les mêmes, ces mêmes personnes qui ont créé cette crise, mais c'est les mêmes qui sont responsables directement ou indirectement, je dis indirectement, de cette guerre. Parce qu'il faut dire que ces personnes, il y en a qui étaient dans le gouvernement, ils sont au Parlement ou autres. Donc, il faut bien mettre le point. Donc, c'est les mêmes qui sont responsables de cette guerre, c'est les mêmes qui font la même gestion de crise qu'on a vue. Et à mon avis, ils sont encore pires sur la gestion de crise. Tout d'abord, bon, ils n'ont pas les moyens de le faire, mais d'un autre côté, ils comptent sur des NGO, sur certaines initiatives qui viennent faire le travail, mais qui ne peuvent pas le faire, exactement comme on a pu après l'explosion d'août 2020. Je rappelle que l'explosion d'août 2020, si on a pu revenir sur nos pieds, c'est surtout pas grâce à notre gouvernement ou autre, mais du secteur privé et autres. Un petit point extrêmement important sur ça, parce que notre gouvernement ou même certains acteurs internationaux ou régionaux se sont habitués sur un mot dont j'étais très fier depuis toujours, qui est la résilience libanaise, qui est la résilience du secteur privé. Donc même notre gouvernement aujourd'hui, l'adaptation, c'est plutôt la résilience qui dit que bon, finalement, tout le monde va s'aimer, on va se retrouver, on va aider des réfugiés, le secteur privé, c'est ce qu'on entend. Mais honnêtement, j'aimerais aujourd'hui pour la première fois dire que je suis devenu allergique à ce mot de résilience, parce qu'on en a marre d'être résilient, on est fatigué d'être résilient, on ne veut plus être résilient. C'est ça. Parce que la résilience aujourd'hui veut dire faire face à la crise pour reconstruire. Mais la question, faire face à quelle crise? Faire face à une crise dont on a dit depuis plus d'1 an qu'il ne faut pas qu'elle se passe. Faire face à une crise qu'on revit depuis des années, chaque 10 ans, chaque 20 ans. On doit construire sur des bases complètement fertiles pour dont on n'est pas responsable aussi. Pour redétruire. Donc aujourd'hui, je te dis honnêtement, le Libanais n'a plus envie de changer une vitre, n'a plus envie de construire une pierre. Non parce qu'il n'est plus résilient, parce qu'il n'a plus confiance sur l'avenir, parce qu'il n'y a pas une vision. Qu'est-ce qu'est la vision? La vision est faire face à un ennemi que nous connaissons, pour que chaque 10 ans ou 20 ans, on ouvre une brèche qui vienne nous détruire une fois de plus. Résilience, pourquoi? Pour construire à nos enfants qui ne veulent plus rester une minute au Liban, même pas une minute aujourd'hui, quel que soit leur âge. Donc aujourd'hui, cette résilience est devenue une arme à double tranchant. On en est très fiers au niveau international, mais au fin fond de nous, on est fatigué d'être résilient pour rien. Parce que la résilience libanaise, si je la mets en 2 points, le résilient libanais qui a voyagé, qui a quitté son pays, sa résilience, où qu'il soit parti, a payé. Même quand il est dans les pays qui avaient des risques plus grands que le Liban. Et j'aime parler du continent africain. Les Libanais qui sont allés en Afrique, ils sont allés en Afrique quand il y avait des guerres. Ils sont allés en Afrique qui n'avaient pas le sou. Mais leur résilience leur a permis de reconstruire, d'acheter, d'investir. Et aujourd'hui, leur retour sur investissement qu'ils méritent est très bon. Alors que le résilient libanais qui est resté au Liban, il a construit, on a détruit. Il a reconstruit, on a redétruit. Il a reconstruit, on a redétruit une 4e fois. Et aujourd'hui, il perd tout ce qu'il a pour faire face. Donc aujourd'hui, cette résilience qu'on a utilisée au Liban était une arme à double tranchant qui est revenue dans notre dos, alors que la résilience libanaise dans le monde, où que ce soit, même dans les régions à risque encore plus et dans les guerres, a donné un retour. Donc cette résilience libanaise aujourd'hui, dont compte notre gouvernement, dont compte certains pays donateurs, je dis non, on ne veut plus être résilient parce qu'on ne va pas reconstruire, il faut être très, très important. Tu as fait un parallélisme entre la guerre de 2024 et la guerre de 2006. Une très grande différence. C'est qu'en 2006, nous étions en croissance, on attendait 2 millions de touristes, on avait tous les secteurs qui étaient en train d'être bâtis et on a été surpris par cette guerre. Alors qu'aujourd'hui, en 2024, on sort de 5 ans de crise, on sort de tous les secteurs qui sont dramatiques, on sort de certains pays donateurs qui n'ont plus confiance sur le Liban. On parle d'un Liban dont on parle sur un projet de Fonds monétaire international qui ne viendra jamais. Donc on parle d'un Liban complètement délaissé. On parle d'un Liban où on a une guerre de Gaza, on a une guerre en Ukraine, on a des tensions au Proche-Orient et dans d'autres pays. Donc on parle d'un Liban qui est très différent et de Libanais qui sont différents. Quelle est la charge financière de ce déplacement interne et comment ce déplacement va être financé si la guerre se prolonge? Alors, quand on parle des déplacés, on parle toujours de support, de couverture, de médicaments et autres. Mais les personnes oublient que ces déplacés, d'habitude, étaient productifs. Ces déplacés travaillaient dans les régions où ils étaient. Aujourd'hui, on parle de 1,5 million complètement au chômage, qui n'ont plus de quoi survivre. Évidemment, il y a le support médical, social et autres, mais ces personnes n'ont plus de rentrée. Et même si ces personnes avaient un certain, des comptes en banque, etc., nous voyons que tout ça est parti. Le gouverneur par intérim a vu ça venir. Il a proposé de donner 3 mois sur la 166, 158 et autres. Mais est-ce que ça, c'est suffisant? Je dirais bien sûr que non. Donc, ces déplacés, tout d'abord, ils n'ont plus d'abri. Ces déplacés ont perdu leur maison. Et là, c'est un point très clair, Maurice. Je dirais que plus que la moitié de ces déplacés n'ont plus de toit.
Donc si même aujourd'hui, je vais être extrêmement optimiste et je dis on arrive à un cessez-le-feu, une paix, ce que je ne vois pas du tout arriver, mais même si je veux être optimiste, mais ces personnes ne pourront pas rentrer. Ces personnes ne pourront pas reconstruire. Et là, il y a un point extrêmement important sur la reconstruction. La reconstruction de 2006 a été financée par qui? A été financée par certains pays alliés, que je nomme pas par respect à tout le monde, qui ne sont plus prêts à financer. Qui va s'occuper de la reconstruction? A été reconstruit par certains pays amis à travers le support. Qui va s'occuper de cette reconstruction? Tu sais, en 2024, est-ce que vous pensez qu'un accord mettant fin à la guerre inclura un accord ou bien un plan de reconstruction? Regarde, merci de poser cette question, c'est très bien. Et j'aimerais encore une fois ouvrir une petite parenthèse sur la stratégie aujourd'hui qui est suivie. Tu sais, dans les guerres ou gestion de crise, tu m'as posé la question au gouvernement ou au Liban, j'aimerais dire toujours que la gestion de crise ou la gestion de guerre se fait sur 4 pylônes centraux. Le premier, c'est la protection des personnes, protection je dirais, de toute personne, combattant ou autre ou habitant. Le deuxième point, c'est la communication. Le troisième point, c'est l'équilibre financier. Et le quatrième, c'est la préparation à la reconstruction. Aujourd'hui, on a eu 4 coups sur les 4 piliers centraux. Le premier, protection des personnes, ça n'existe plus. Plus personne n'est protégé où qu'il soit. Ça a commencé par les attentats ciblés, minutieux, chirurgicaux, suivis par les attentats des pagers. Où que tu sois, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ta poche, tu peux être attaqué. C'était les pagers, ça peut être demain les mobiles, ça peut être les frigos, ça peut être les télévisions, ça peut être les voitures, ça peut être le solaire. Donc on n'est plus en protection. On a vu que même dans les abris à 30 mètres, on n'est plus non plus protégé. Donc il n'y a plus de protection, je dirais, d'une population ou même de combattants. Au niveau de la communication a été frappée de plein fouet, que ce soit la communication qui était le plus sécurisée du monde, des pagers, jusqu'aux téléphones mobiles qui ne sont plus utilisés, en tout cas, jusqu'aux mêmes téléphones, même qui sont suivis, qui sont, je dirais, sécurisés au niveau régional. Donc plus de communication claire, même si on a encore un peu de connexion Internet. J'arrive à l'aspect financier. Comme tu vois, le premier point a été la crise financière libanaise. Par la suite, ce qu'on assiste depuis quelques jours, c'est des bombardements, on dit de caisses spécifiques, de combattants et autres. Donc maintenant, on attaque l'aspect financier et il n'y a plus de support financier. Et le quatrième point, qui était ta question, c'était la reconstruction. Et là, je te dirais que malheureusement, que ce soit reconstruction de ce qu'on voit, certaines régions déplorables ne peuvent plus être faits parce que ni le support de certaines milices ou le support, je dirais, sectoriel pour l'aide, même le support régional qui était fait ne peut plus le faire parce qu'ils n'ont plus les moyens. Quant à la reconstruction du secteur privé libanais, on en parle, ça fait 5 ans. Le secteur privé libanais, après la crise, n'a pas pu se reconstruire. Donc, il ne va pas pouvoir se reconstruire après cette guerre dramatique. Et encore une fois, il n'a plus envie de se reconstruire parce qu'il sera toujours à risque. Reconstruire sans vision, sans stratégie, sans respect des institutions qui sont aussi détruites depuis 5 ans. Il ne faut pas oublier que nos institutions, on les a détruites bien avant la guerre. On a détruit nos ministères, on a détruit un état de droit. Ça fait 5 ans que la plupart des institutions publiques sont fermées, que ce soit au cadastre ou autre. Donc il ne faut pas oublier qu'on a eu une destruction personnelle, interne, locale, bien avant la crise. Aujourd'hui, la crise ne fait que nous enfoncer. Donc le quatrième pilier, qui est la reconstruction, ne sera pas fait. Et même s'il est fait, il n'aura pas son financement. Une majorité des partisans du Hezbollah ont investi et profitent du Qard al-Hassan. Vous dites quoi à propos du sort du Qard al-Hassan? Regarde, moi je pense que techniquement, ceci ne peut plus continuer parce que le Qard al-Hassan ou la Banque centrale ou les fonds ont été bombardés à plusieurs reprises et tu sais que ça c'est de l'argent liquide, donc ça c'est pas des comptes en banque ou autre. Mais il y a moi je pense que ceci peut-être va donner une lueur d'espoir, mais techniquement ça ne peut pas continuer. Techniquement, je dis techniquement, ce n'est pas fait pour perdurer. Donc vous voulez dire que techniquement le Qard al-Hassan ne peut plus exister? Je ne vais pas dire qu'il ne va plus exister, je pense qu'il devrait exister parce que c'est une façon de supporter socialement les personnes démunies. Donc moi je pense qu'au contraire, ils vont beaucoup tabler pour le maintenir, mais techniquement il ne pourra plus continuer à travailler comme il travaille aujourd'hui. Quand il est venu le Qard al-Hassan, il est venu quand on n'avait plus de secteur bancaire, il est venu quand on a perdu nos fonds, il est venu pour remplacer un secteur bancaire complètement rachitique et autres. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a été atteint de plusieurs coups. Il a été atteint de coups physiques dans les bombardements. Il a été atteint de façon technique parce on voit quand même qu'on est plus ou moins encerclé au niveau économique, social et monétaire. Et les dernières attaques des derniers jours, nous voyons que c'est axé sur la base, non seulement la base militaire, ni la base uniquement d'armement qu'on suit depuis quelques semaines, mais aujourd'hui on trouve que c'est la base administrative, c'est la base financière. Donc aujourd'hui, je reviens sur mon pilier
Numéro 3, ce qu'on voit en bombardement, en tout cas qu'on a vu les derniers jours, c'est des bombardements sur l'administration, sur le Fonds monétaire, peut-être aussi sur l'or. Parce que c'est le siège central. Sur le siège central. Donc finalement, au niveau administratif et technique, ça ne va pas être fait. Mais non, ils vont le garder. C'est très clair qu'ils ont aussi un discours à une base quand même sociale qui attend ça et qui se base sur ça. Mais techniquement, ça va être difficile. Troisième point, il ne faut pas oublier aussi que cette base financière était supportée directement par l'Iran. Est-ce que l'Iran aujourd'hui a les moyens techniques de le faire? Je doute. D'un autre côté, on voit quand même des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis sur certains points, sur certains accords qui vont se répercuter sur le Liban. On ne sait pas encore si c'est positif ou négatif. Jusqu'à maintenant, c'est négatif. Mais d'un deuxième point, est-ce que l'Iran va aller d'abord sur une reconstruction d'un arsenal? Est-ce que l'Iran va accepter une reconstruction financière? Sur ce qu'on voit jusqu'à cet instant, je doute. Donc il faut voir qu'aujourd'hui, ce parti est en train d'être attaqué sur tous ces piliers vitaux. Le 1er octobre 2024, une nouvelle directive du gouverneur par intérim de la Banque centrale, Wassim Mansouri, est entrée en vigueur à la suite d'une décision du Conseil central le 25 septembre 2024. Elle oblige donc les banques à tripler les plafonds de retrait en espèces pour les bénéficiaires des circulaires 158-166 durant le mois d'octobre. Les conséquences de cette mesure, notamment en termes d'augmentation de la liquidité en dollars sur le marché, sont reflétées dans les chiffres officiels qui montrent que le coût total de cette mesure s'élève à environ 200 millions de dollars pour le mois en cours. Juste pour dire aussi que la BDL a pu injecter environ 130 millions de dollars sur le marché ce mois aussi. Si ce montant s'ajoute aux fonds injectés par les circulaires. Donc les 130 millions de dollars, ce sont les salaires du secteur public. Mais comment évaluez-vous la politique monétaire qui est appliquée aujourd'hui par la Banque centrale? Écoute, qui a commencé par stopper le financement de l'État, absorber la liquidité en devise libanaise, renforcer les réserves, etc. Regarde, très honnêtement, la Banque centrale, en tout cas avec son nouveau gouverneur par intérim, essaye de faire face à la crise. Ils essayent de faire face à la crise. Avant même de stopper, ils ont commencé par la transparence, ils ont commencé à donner plus de chiffres, à suivre, etc. Ils ont arrêté le financement de l'État, ils essayent de reformer les caisses. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une volonté, en tout cas interne, de la Banque centrale de faire face à la crise avec ce qu'ils peuvent. Mais finalement, aussi techniquement, ils n'ont pas beaucoup de moyens. C'est-à-dire si on suit un peu techniquement ce que fait la Banque centrale, la Banque centrale fait à 85% ce que faisait l'ancien gouverneur au niveau technique. Il faut dire qu'au niveau technique, c'est exactement la même politique, mais avec plus de transparence, plus de gouvernance. Donc techniquement, la Banque centrale ne peut pas faire plus que ce qu'elle fait aujourd'hui. Tout en prenant en considération les instruments qu'elle possède encore. Exactement. Donc il faut dire qu'elle a un manque de liquidité. Elle a de l'or qui vaut 15 ou 16 milliards, mais qu'elle ne peut pas toucher. Donc ni qu'elle peut nantir, ni vendre et autres. Et ça, c'est une autre paire de manches. Donc elle n'a pas vraiment les moyens. On a une banque centrale qui a hérité quand même un trou énorme, non seulement par l'ancienne gouvernance, mais un trou énorme à cause de l'État. Il ne faut pas oublier que c'est l'État qui a dépensé les sous, l'État qui a détruit cette banque centrale. Bon, la banque centrale sur l'ancien gouverneur... Vous êtes toujours d'accord que c'est l'État qui est responsable? L'État est responsable à 99%. Il faut dire que c'est l'État, c'est lui qui a la main mise sur la banque centrale. Il ne faut pas oublier que la banque centrale, que ce soit qui que ce soit comme gouverneur, il revient sur le ministre des Finances, qui revient sur le Conseil des ministres. Donc rien à dire que le responsable direct de la crise financière, c'est l'État qui a dépensé les... Bon, la Banque centrale a peut-être joué un jeu politique, ils ont certains cachets, ils ont fait certains points. Ça, c'est une autre paire de manches, évidemment, qui a été faite. Mais si on revient sur les délapidements des fonds, la gestion de la crise ou la crise, évidemment, c'est l'État. C'est les fonds, c'est les caisses, c'est les ministères. qui se sont succédés sur les dernières 30 années. Il ne faut pas oublier, on parle de guerre, il ne faut pas oublier que quand on est sorti de la guerre fracticide libanaise, on n'est pas sorti sur une paix ni sur une reconstruction, on est ressorti sur un accord. Donc les mêmes responsables de la même guerre libanaise, c'est les mêmes qui ont tenu les rênes du pouvoir du côté financier. Et je dis toujours qu'avec tout le support qu'on a eu au niveau international, le support international à la sortie de la guerre libanaise était un support beaucoup plus pour les milices ou sectorielles qu'un support pour les infrastructures. Après 30 ans ou 35 ans de la sortie de la guerre, c'est pour ça que je te dis sur la reconstruction, les financements qui a été fait a été utilisé directement pour financer encore une fois des partis ou des personnes qui étaient responsables de la guerre. Donc ça c'est un point extrêmement clair. C'est pour ça que je te dis, sortir de la guerre pour refinancer les mêmes, ça ne sert à rien. Mais un point extrêmement important, tu touches tes papiers, donc on touche à la fin. Oui, il reste la dernière question. Un petit point, mais alors j'écoute la question et puis je clôture. Ma dernière question, c'est dans quelle mesure peut-on maintenir la stabilité monétaire? Regarde, écoute positivement quand même. On peut maintenir la stabilité monétaire parce qu'on est venu un pays dollarisé à 100%. C'est ça. Ma question était, est-ce que... On n'a plus de livres libanaises. C'est pour ça, la dollarisation complète annule... mais pensez-vous que la stabilité, la dollarisation totale a annulé
la fonction réelle de la livre libanaise? La fonction de la livre libanaise aujourd'hui n'est que dans l'État. Et je dis de façon anecdotique, si tu vas à l'État pour faire un passeport, tu vas avec des dollars et tu trouves le changeur à la porte du ministère pour t'échanger. Mais donc, même les salaires aujourd'hui sont payés en dollars. Donc aujourd'hui, on est est devenu dollarisé qui couvre à 100%. Les salaires en dollars. La question, est-ce qu'on aura toujours les dollars dont on a besoin? Bon, on est sur une économie plus petite. Je rappelle qu'en chiffres, on était à 50 milliards. Nous sommes aujourd'hui à 18 milliards. Après la guerre, je pense qu'on sera dans les 15 milliards. Donc ces 15 milliards, s'ils sont là, il ne faut pas oublier que la moitié... On ne peut plus parler aujourd'hui de souveraineté de la monnaie? Pour le moment, non. Je pense que la livre libanaise a carrément perdu toute sa valeur, toute son utilité. Le seul point aujourd'hui utile, c'est encore à l'État, qui est 100% dollarisé. Donc même sur le budget, on travaille sur un dollar. Mais cela a bien servi pour assurer la stabilité monétaire. Donc la stabilité monétaire en dollars est là. En livre libanaise, on ne parle plus de livre libanaise. C'est comme ça qu'elle est maintenue, je pense, à 89 000. Et même si ça change ou ça fluctue, mais il n'y a plus de demande puisque la Banque centrale a aspiré les livres libanaises. Voilà, professeur Fouad Zmekhoul, vous êtes le doyen de la faculté de gestion de l'USJ et le président du mouvement international des chefs d'entreprise libanais. Midel, toujours un plaisir de vous recevoir. Le plaisir le mien. Mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.